Buenas tardes, bonjour. Je suis très content d'être ici, bien sûr. Alors j'ai compris la confrontation qui était souhaitée entre deux intervenants de part et d'autre des Pyrénées. Bon, le problème avec Louis, c'est que la confrontation, elle est à la fois permanente et en même temps dépassée depuis longtemps. On surfe sur les Pyrénées en échangeant. Donc on a changé de position. C'est moi qui interviens en premier. Mais je pense que voilà, ça va correctement se passer. Je retiens de l'introduction de Dany ce matin 3 mots qui me paraissent fondamentaux, même s'ils sont tous sujets à discussion. Premièrement, c'est non à l'ornement. Deuxièmement, c'est liberté pour l'artiste. Troisièmement, c'est pensée du citoyen. Ces 3 termes sont forcément toujours sujets à discussion pour des raisons qui tiennent à la nature des politiques culturelles. Les politiques culturelles ne représentent que 16% de l'ensemble de la vie culturelle dans un pays comme la France, c'est-à-dire l'action publique culturelle sur l'ensemble de la vie culturelle, c'est seulement 16%, et la France est un des pays où le poids de l'intervention publique en matière de culture est l'un des plus élevés au monde. Donc c'est dire que une politique publique, ça ne peut pas concerner l'ensemble de ce qu'est la vie culturelle, et donc la politique publique, elle doit faire des choix tout à fait singuliers. Je vous propose de dire ce que je pense de ces choix. C'est mon avis, je suis prêt à en discuter, à en débattre. Je pense qu'une politique culturelle ne peut être qu'une résistance active à l'ère du temps. Donc ça balise déjà les choses, premièrement. Deuxièmement, une politique culturelle, c'est une vision collective confrontée à des intérêts, même si on sait que dans la pratique, les intérêts grouillent autour des intervenants publics. Et troisièmement, une politique culturelle, ça n'est toujours qu'une vision parmi d'autres dans un monde, la culture, les arts, où les critères de décision sont toujours discutables. Et l'important, c'est qu'ils soient toujours discutés, qu'il n'y ait pas quelque part l'illusion d'une politique culturelle automatique. Donc, je vais vous donner mon avis maintenant sur la politique publique en matière d'art dans l'espace public. Eh bien, fidèle à cette vision des politiques culturelles, je dirais que je vais la définir contre 3 empires, contre 3 visions possibles de l'urbain, de la culture et de la citoyenneté. La première vision possible, c'est la vision des fonctions. Donc, la politique culturelle pour l'espace public, pour l'art dans l'espace public, elle est d'abord une résistance à la dimension fonctionnelle des villes. Et ici, vous avez quelques exemples. Alors, une ZAT, zone artistique temporaire, à Montpellier, donc, qui propose par une inversion, une interposition des cheminements civiques, une représentation disons, en creux et en protestation contre les flux dominants qui sont dans l'autre sens, comme vous le voyez ici. Ici, vous avez une œuvre qui prétend, mais de manière burlesque, franchir l'une des grandes limites de la ville, le fleuve, et qui en même temps s'adresse au pouvoir. En l'occurrence, ici, vous êtes derrière, vous avez le conseil régional. Donc l'art comme manière de discuter le pouvoir en place. Et ici, vous avez une autre vision qui est aussi celle du rejet, ou en tout cas de la discussion des fonctions urbaines, c'est celle de faire réapparaître des espaces dominés, négligés, peu vus. Ce passage-là, maintenant, à chaque fois que je le franchis, je le vois autrement. Et ça aiguise mon regard, et donc mon regard critique sur l'espace urbain. Je ne me satisfais plus des fonctions que je considérais à l'époque, auparavant, comme à la fois légitimes et indiscutables. Donc, le diagnostic de l'urbain, c'est un fonctionnalisme de plus en plus important, une planification urbaine de plus en plus contraignante, une marchandisation de tous les instants,
l'art dans l'espace public, on pourrait le définir comme le poil à gratter des politiques urbaines, hein, le pulvon pica pica des politiques urbaines, en ce sens qu'à chaque fois, il s'agit de rendre discutable ce qui passe pour évident. Donc, dans cet élément-là, il y a évidemment le rapport au pouvoir. Le rapport au pouvoir, l'art dans l'espace public, c'est à la fois la bonne et la mauvaise conscience du pouvoir. La bonne conscience du pouvoir, parce que le pouvoir se mire dans l'intervention artistique dans l'espace public depuis, évidemment, la nuit des temps, mais en même temps, l'art dans l'espace public propose quelque chose qui forcément détourne, forcément s'écarte, en tout cas doit s'écarter de la commande politique, d'autant plus qu'elle prétend quelquefois être elle-même une commande artistique. Donc finalement, les deux points sur lesquels j'insiste avec ce premier élément, c'est les deux points de ce que peut être une politique culturelle de l'art dans l'espace public. Les deux ressources, c'est la délégation et la professionnalisation, parce qu'il faut résister au contexte par ces deux dimensions-là. Deuxième empire contre lequel je m'insurge, c'est l'empire de l'offre. Ça ne servirait pas à grand-chose de faire des politiques culturelles de l'art dans l'espace public s'il s'agissait de relégitimer le vieux paradigme de l'offre descendante et de proposer ici et là un art dans l'espace public qui soit conçu indépendamment du contexte dans lequel cet art prend sa place. Si l'art doit être le poil à gratter des politiques urbaines, alors il faut que cet art s'inspire des ressources locales, de la citoyenneté locale, des capacités que l'art contient d'intervention publique, d'intervention politique au sens général du terme. Parce que si l'art discute les fonctions urbaines, l'art lui-même est concerné par les tendances à la standardisation. Hein, pour vous donner un seul exemple franco-espagnol, le Puy du Fou a ouvert un Puy du Fou à Tolède. C'est bizarre quand même. Bon. Donc, il y a évidemment dans le Puy du Fou de Tolède des formes d'évocation locale qui empêchent de considérer qu'on rejoue la bataille vendéenne au sud de Madrid. Mais il y a quand même là une forme de standardisation par le haut de politique artistique locale. En l'occurrence, on peut discuter du caractère artistique du Puy du Fou, mais ça c'est un autre débat. Donc il y a ces formes de standardisation qui doivent être évidemment l'objet d'une résistance de tous les instants par deux ressources, la contingence et la participation. La contingence, c'est le caractère intrinsèquement lié à un territoire, à un espace de toute forme d'action artistique, et la participation, c'est cette idée que par la citoyenneté, comme dit Estelle Zong dans son dernier ouvrage, Esthétique de la rencontre, la citoyenneté artistique a quelque chose à voir avec la citoyenneté politique. Troisième empire contre lequel il faut s'insurger, paradoxalement, c'est l'empire de la culture. Parce qu'une intervention dans l'espace public, ça n'est jamais une intervention uniquement culturelle ou artistique. Et ici, vous voyez un exemple, c'est une esquisse parce que c'est un projet en cours. Un projet en cours de réhabilitation par l'art, par un parcours artistique d'un territoire, ici, qui est en fait un territoire délaissé de Boulogne-sur-Mer. Boulogne-sur-Mer, qui est une ville, qui est une des principales villes de pêche, du port de pêche du nord de la France, qui se trouve dans le département du Pas-de-Calais, et qui a une zone à moitié délaissée, à moitié occupée de manière intensive par les industries de transformation des produits de la mer. Et cet espace-là, qui avait une forme d'identité extrêmement forte autour de la gare maritime de Ferry, autour de la pêche du poisson, des maraîchers, des marailleurs, pardon, et de tout ce que la mer compte d'ouvriers, est complètement fragmenté
divisés, instrumentalisés par les grandes entreprises internationales de la transformation des produits de la pêche, Findus par exemple, et délaissés pour le reste. Et donc l'idée d'une association, ça a été, une association de quartier, ça a été de proposer une commande artistique pour réhabiliter ce quartier. Le réhabiliter parce que c'est la partie basse de la ville, toujours considérée comme dominée par la partie haute et noble de la ville de Boulogne-sur-Mer, dominée parce que livrée à quelques intérêts qui n'ont plus l'idée de faire quartier, de faire ville, de faire société dans cet espace-là. Et donc ils ont passé une commande citoyenne à un artiste via le programme Les Nouveaux Commanditaires. Ce qui est intéressant dans ce projet, ce n'est pas tant sa philosophie que les conditions de sa réussite éventuelle ou de son échec. Première zone d'échec possible, l'attitude du maire. L'attitude du maire qui voit poindre ici un totem à un endroit très symbolique de la côte urbaine et qui se dit « ce totem, je ne pourrai pas me l'attribuer ». Ce n'est pas moi qui l'aurais créé, le maire de cette ville étant obsédé, comme quelques maires de villes françaises, par le fait de tout avoir suscité, créé, inauguré sur son espace, que rien ne lui échappe d'une certaine manière. Là, le problème du totem, c'est qu'il devient tabou pour le maire, pour filer la métaphore lévi-straussienne, totem et tabou. Donc ici, il y a une première zone de difficulté, c'est cette capacité de délégation du maire à l'égard de citoyens qui passent une commande artistique. Deuxième difficulté, les relations entre les entreprises à l'égard de ce qui peut, d'une certaine manière, contrevenir à leur liberté d'usage de cette zone. Et là, il faut négocier, il faut réussir à enrôler des entreprises, les transformer en mécènes, alors qu'a priori, plutôt, ces entreprises sont hostiles au projet. Alors, une manière de les enrôler, c'est de voir que, finalement, tous ces petits numéros, ce sont des mâts. Ce sont des mâts symboliques, des mâts qui essayent de se hisser depuis la ville du bas jusque vers le haut de la ville reconnue, des mâts qui sont l'occasion de revisiter un patrimoine ouvrier, puisque ce sont des mâts qui, par un processus participatif, vont accumuler une mémoire du quartier enfouie dans des boîtes à photos, enfouie dans les mémoires de personnes qui vont raconter le quartier tel qu'il était, etc., etc. Donc c'est une deuxième zone de difficulté. Troisième difficulté, le collectif citoyen lui-même, qui n'est pas à l'abri de toute critique sur le processus, parce que ces citoyens de quartier ne sont pas forcément tous d'accord entre eux à l'égard de la commande artistique, ne sont pas forcément tous d'accord entre eux sur la manière de transiger ou au contraire de s'opposer à l'égard des pouvoirs en place, qu'il s'agisse des pouvoirs économiques ou des pouvoirs politiques. Donc, c'est un très bon exemple, je dirais, du fait, qui a été dit par Dany ce matin d'ailleurs, du fait que l'art dans l'espace public n'est jamais un art pour lui-même. Il est non seulement un art pour la citoyenneté, pour la visibilité de l'espace urbain, il est le poil à gratter dont j'ai parlé tout à l'heure, mais il est surtout un art qui est confronté à d'autres intérêts urbains puissants, contradictoires entre eux. Il est confronté à d'autres secteurs de légitimité, à des possibilités de projection inhabituelles pour qui considère que l'art, c'est quelque chose qui se fait dans des galeries, dans des théâtres ou même dans des festivals. Donc l'art dans l'espace public, sa nouvelle valeur d'usage, elle est aussi inscrite dans un partenariat qui dépasse très largement les frontières de la culture. C'est la raison pour laquelle eh bien, le troisième empire contre lequel il faut se battre pour l'art dans l'espace public, c'est l'empire de la culture. Alors, donc, si je conclus sur ce troisième point, les deux ressources d'une politique culturelle de l'art dans l'espace public, c'est partenariat et médiation. Donc, si on fait le total, on a délégation, participation, médiation, trois principes qui apparaissent un petit peu comme utopiques dans un monde que certains qualifient de tendanciellement illibéral. Pourtant, moi, je reste relativement optimiste à observer, comme je le fais depuis très longtemps maintenant,
les festivals, les publics des festivals, la vie d'un festival, qui est une forme d'espace public éphémère, bien entendu, mais d'espace public, civique et culturel à la fois, eh bien, je reste persuadé que c'est quand même Aristote qui a raison à la fin de l'histoire. Vous vous rappelez d'Aristote, hein. Aristote, c'est quelqu'un, c'est en fait une forme de consultant à l'époque, il a fait pas loin de 100 constitutions différentes dans sa vie. 100 constitutions. Parce qu'il faisait le pari que pour faire une constitution, il faut aller d'abord sur place et il faut tenir compte de l'ensemble des ressources, des contraintes, des difficultés physiques, métaphysiques et sociales et économiques d'un lieu avant de lui proposer une constitution. C'est la raison pour laquelle il n'en a pas fait une qu'il a essayé de vendre partout. Il en a fait 100, ou presque. Donc, inspirons-nous d'Aristote sur la contingence territoriale. Inspirons-nous ensuite d'Aristote sur le fait que l'homme est un indécrottable animal social et politique. Puisque, à l'heure de l'individualisation rampante, on invente tous les jours des formes de vie collective, des formes de solidarité que, par exemple, la culture du bénévolat incarne dans le secteur de la culture, mais pas seulement dans le secteur de la culture. Donc voilà, me semble-t-il, une pensée à la fois critique, parce que la critique est nécessaire, et optimiste, parce que l'optimisme est nécessaire pour enrayer les tendances à l'inaction que provoque éventuellement le pessimisme radical. L'optimisme qu'on peut avoir dans l'art, c'est le fait qu'il ait cette capacité, dans l'espace public comme ailleurs, à transgresser les frontières. Je vous remercie.